Ce dimanche en F1, Sergio Pérez s'inscrit plus profondément dans l'histoire, les équipes les plus riches demandent qu'on rehausse le budget capé et la malédiction monégasque continue tant pour son seul représentant que pour la danse de la pluie qui a été maudite puisqu'elle s'est traduite par un report du départ de 90 minutes, une course qui n'est pas allée au terme de ses 78 tours et ce à cause de problèmes électroniques qu'on a aussi vu en catégorie inférieure ce week-end du côté de la FIA. Tout juste le temps qu'ils appellent le SAV pour réparer leurs problèmes techniques, que la piste était déjà noyée et les conditions jugées impraticables. Et à ceux qui veulent déjà râler contre les pilotes, de 1, c'est pas eux qui décident, et de 2, c'est pas comme si, au cours de ces 70 ans d'existence, il y avait eu des dizaines et des dizaines de pilotes qui avaient milité et s'étaient battus pour ne plus avoir à prendre le volant quand les conditions étaient impraticables. Parce que Hill, Stewart, Lauda et tous ceux qui ont roulé pendant l'ère la plus dangereuse de la F1 ont peut-être conduit dans de pires conditions, mais c'était aussi les premiers à gueuler pour demander qu'on arrête la course. Car un pilote de course, ça a beau se plaindre de tout ce que tu veux, si tu lui dis de rouler, ça roule. Ce week-end n'était pas pauvre en polémique non plus, avec des Ferrari, Red Bull et autres McLaren et Mercedes venus souligner que le budget capé c'est super bien pour réduire les coûts et essayer de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, mais qu'ils aimeraient bien aussi dépenser un petit peu plus quand même. Mais bon, je ne vais pas me moquer d'eux, moi je les comprends, je suis le premier à dire à mon patron que je suis très motivé pour faire des heures sup et gagner plus d'argent, mais que j'aimerais aussi venir plus tard le matin et rentrer plus tôt le soir. Le plus ironique, c'est que cela vient s'inscrire dans un week-end où Red Bull et Ferrari utilisent un petit peu moins d'$1 million pour réparer les voitures de Pérez et Sainz crashées en Q3. À l'image de 2021, Leclerc prend une sublime pole position dans une session à l'intensité gâchée par un drapeau rouge. La qualification que beaucoup considèrent comme le meilleur du moment du week-end à Monaco et les courses des catégories juniors horriblement chiantes nous rappellent que le tracé monégasque a beau être l'un des plus cultes, sinon le plus culte de l'histoire de la Formule 1, il est tout autant frustrant à regarder en course tant les F1 bateaux peinent à se dépasser. Heureusement, un début de course sur piste mouillée nous a permis de profiter d'un show de clowns en fond de peloton et aux plus opportunistes de passer rapidement des pneus pluie aux pneus intermédiaires. Parmi ceux-là, Pierre Gasly fait le spectacle en offrant des dépassements splendides pour compenser sa terrible qualification. Le Français fut une des nombreuses victimes du drapeau rouge causé par son coéquipier en fin de Q1. Aux avant-postes, c'est au 16e tour que la course bascule, lorsque Pérez, 3e, passe en intermédiaire. Un pari surprenant avec la piste cessante, mais, 2 tours plus tard, Leclerc et Verstappen limitent et le Mexicain a fait le travail parfait en ressortant devant eux, et c'est à la 21e boucle que Sainz décide de s'arrêter à son tour pour passer en slick, et Ferrari en profite pour couvrir son arrêt en réarrêtant Leclerc dans le même tour. Charles perd quelques secondes précieuses et tombe derrière Verstappen. En 5 tours, il a perdu tout l'avantage qu'il a passé le week-end à construire. Ferrari ruinant la course de Leclerc. Ferrari, installé à Maranello, à moins de 100 km de Faenza, où est installé AlphaTauri, marque déposée et appartenant à Red Bull, offre étrangement la victoire au Red Bull Racing. Me direz-vous, ce scénario un brin complotiste est improbable, et pourtant, il me semble bien plus cohérent, vous m'excuserez, de se dire qu'on peut rater une course à ce point. Et à part ça, Schumacher vient rappeler à Haas que les gros sponsors qui l'emmènent servent bien pour réparer les dégâts qu'ils causent. Dur de reprocher à un futur ex-débutant cette micro-erreur de quelques centimètres à placer sa roue sur une minuscule bande d'eau, mais entre Miami et Jeddah, il n'aide pas son cas cette année. Heureusement, son terrible crash est sans conséquence, tant pour le jeune pilote allemand que pour nous qui avions déjà vécu la seule phase intéressante à Monaco, celle de la stratégie. Après ce drapeau rouge, Pérez mène le plateau et hormis un blocage de roue à Mirabeau à la relance, parviendra à gérer la grosse pression des 3 fous derrière lui pour prendre sa 3e victoire en Formule 1. En ce jour où il portait un casque rendant hommage à Pedro Rodriguez, regretté légende des années 60 et seul autre Mexicain à s'être imposé en Grand Prix, Pérez bat son record de 2 victoires et, en gagnant en ayant pris la tête de course très tôt à la stratégie, il s'affirme de nouveau en tant que vainqueur sans avoir à compter cette fois sur l'absence des grosses équipes comme à Sakir, ni grâce à l'abandon de son équipier comme à Bakou. Et surtout, il confirme par ce succès
l'excellent début de saison qu'il réalise après avoir décroché sa première pole à Jeddah où il fut victime d'une safety car malvenue et sa lutte pour la victoire en Espagne fut interrompue par un Verstappen déchaîné et des consignes d'équipe. Ce week-end, il avait ni l'un ni l'autre et il vient s'immiscer dans un club un petit peu plus fermé, ceux qui ont gagné 3 courses, dont les 2 champions du monde Mike Hawthorne et Phil Hill, ainsi que d'autres légendes telles que Peter Collins, Didier Pironi et quelques autres grands de leur temps, Thierry Boutsen, Heinz-Harald Frentzen, Johnny Herbert et Giancarlo Fisichella. C'était peut-être ici même, en 2018, qu'un pilote pouvait se targuer d'avoir battu à la régulière en course Max Verstappen. Ce week-end, Sergio Pérez n'a non seulement profité d'une stratégie presque parfaite et de circonstances de course tout à fait avantageuses, mais il était aussi l'homme fort et le plus rapide de Red Bull ce week-end. À l'instar de son coéquipier en Espagne quelques semaines plus tôt, c'est un relais très court mais très rapide qui lui a donné la victoire, en s'arrêtant au 16e tour pour chausser des intermédiaires et faire comme tout ce petit monde qu'on évoquait dont Gasly et d'autres comme Vettel, Tsunoda faisaient partie, qui s'étaient arrêtés en début de course pour chausser des intermédiaires. En ce faisant, Pérez a galéré pendant un petit tour ou deux, dont l'un d'eux qu'il a passé juste derrière Norris. Pendant ce tour, on pouvait même penser que ça allait condamner sa course, mais Norris s'est arrêté juste après, et avec le champ libre, Pérez a pu attaquer, profiter d'une piste asséchante pour ressortir devant Leclerc lorsque ce dernier s'est arrêté en même temps que Verstappen. Son seul rival alors était Carlos Sainz, mais ce dernier a eu également des soucis et Checo a pu hériter de la tête de course lorsqu'il s'est arrêté de nouveau 6 tours plus tard au 22e pour mettre les pneus durs. Après la voiture de sécurité virtuelle puis le drapeau rouge, chez Red Bull on a chaussé des pneus médium, contrairement aux pilotes Ferrari qui sont restés sur leurs pneus durs du 21e tour, et on a terminé la course comme ça en allant jusqu'au 64e encore une fois puisqu'on n'a pas eu les 78. Sur le papier, ça pouvait sembler risqué pour Red Bull de prendre les médiums, mais le truc, c'est que ni Ferrari ni Red Bull n'avaient de vraies données concernant ces composés pneumatiques sur les longs relais, puisque les deux équipes ont focalisé leurs essais libres sur de très courts relais, et principalement avec des pneus soft. Et oui, parce qu'à Monaco, il vaut mieux essayer d'avoir la pole que de maximiser ces longs relais. Checo, qui plus est, a rapidement abîmé ses pneus médiums en bloquant tout de suite dès la relance au virage Mirabeau, mais il a réussi malgré tout à garder sa voiture en piste, et derrière, ni Sainz, Verstappen ou Leclerc n'ont été une menace. Quant à lui, Verstappen a peut-être lentement, mais un peu plus sûrement, construit son week-end. Il était très loin de Pérez au début du week-end, peut-être même à une demi-seconde, et au fur et à mesure de la qualification, il se rapprochait, et même lors de son dernier tour, il faisait un très bon premier secteur, mais il y a eu ce drapeau rouge causé par Pérez et Sainz qui l'a interrompu. Malgré tout, il semblait un petit peu plus en difficulté, surtout dans le premier virage, mais il était quand même là et il a su être là pour profiter des déconvenues de Leclerc pour monter sur le podium et terminer devant celui qui est au final son seul vrai rival sur le championnat. Parler de la course des pilotes Ferrari va me permettre de souligner un point que je n'ai pas abordé dans la petite rétro du Grand Prix, c'est pourquoi tout le monde a démarré la course avec les pneus pluie. Je ne comprends pas. Sérieusement, on était vraiment dans des conditions où la piste s'asséchait, où tout le monde savait qu'il n'allait pas pleuvoir de sitôt, et quand même, que ce soit de Joe Latifi, tout ça, qui était bon dernier, au milieu de peloton, aux avant-postes, personne s'est dit qu'on allait tenter de partir avec les inters parce qu'on n'avait rien à perdre. Ils sont tous partis avec les pneus pluie. Ensuite, l'autre question que je me posais vis-à-vis des top teams, pour le coup, c'est même si on avait vu du coup que le fait de passer en intermédiaire était un gain conséquent en termes de rythme, tout le monde savait que ça allait être pour 5 à 6 tours. Du coup, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, à l'instar de ce que Carlos Sainz a dit et a insisté à la radio, ça sert à rien de passer les inters pour 6 tours, on passe direct au slick.
Quelque chose que Leclerc a admis avoir demandé aussi, mais il n'a pas plus insisté auprès de son équipe. Son équipe apparemment étant aussi la mieux placée pour savoir ce qu'il faut. Je fais petite référence à ceux qui adorent taper sur Lando Norris parce qu'il n'a pas écouté son équipe en Russie en 2021. Bah là, Leclerc, il a écouté son équipe, voilà ce que ça donne. C'est pour la petite boutade, laissez tomber. Du coup, dans l'histoire, Carlos Sainz gagne totalement au change, il a su s'imposer, imposer son avis dans son équipe. En même temps, j'ai envie de dire, c'est lui qui pilote la voiture. S'il a envie de s'arrêter, l'équipe a beau l'appeler 50 fois, il s'arrêtera pas, hein. C'est lui qui conduit. Mais malgré tout, je ne comprends pas du coup cette décision. Pour ce qui est de Pérez, je pense que c'était totalement volontaire chez Red Bull de placer immédiatement son pilote avec les pneus inter tout en laissant Verstappen en piste, parce que ils avaient deux pilotes sur deux stratégies différentes, ce qui faisait qu'il y avait plus de chances d'aller récupérer un résultat, alors que chez Ferrari, on était un peu pris au dépourvu, ne sachant pas vraiment quoi faire. Du coup, Leclerc s'est arrêté, Verstappen a suivi juste derrière, et 3 tours plus tard, on réappelle Leclerc au stand, le tour même où on arrête Carlos Sainz. Bon, je n'arrive pas à concevoir ce qui s'est passé chez Ferrari. Est-ce que Sainz est rentré à la dernière seconde et on a très mal communiqué au sein de l'équipe pour dire au stand de Leclerc qu'il fallait pas le rappeler au stand? Je comprends pas trop, mais bref, c'est une victoire de gâchée, la seconde consécutive pour Leclerc après son problème moteur en Espagne, et comme il le disait, c'est clairement pas le genre de choses qu'il faut faire si on veut viser le titre cette année. Je vais pas en ajouter des caisses sur la prestation des pilotes, Leclerc me semblait vraiment parfait, à plus de 2-3 dixièmes de Sainz tout au long du week-end, et avec les pilotes Red Bull qui étaient pas bien plus proches, Leclerc était dans sa petite bulle, et je pense que là c'est vraiment une nouvelle victoire de perdu qui doit piquer un petit peu. Et pour ce qui est de Sainz, il est là pour récupérer la seconde position, mais comme je viens de le dire, il était quand même un peu loin de Leclerc sur l'ensemble du week-end. Ça commence à faire un petit peu trop cette saison qu'il est si loin de Leclerc en termes de rythme. Mais bon, il est quand même là pour prendre le résultat aujourd'hui, et c'est ce qu'il lui faut vraiment pour le championnat constructeur et pour lui. Pour parler de Mercedes avec Russell qui opportunistiquement reprend la 5e place après être parti 6e, eh bien lui il a fait la stratégie à la Sainz, à savoir de ne s'arrêter qu'une seule fois au 21e tour pour passer les pneus durs, et c'est ainsi qu'il a passé Norris qui était beaucoup plus rapide devant lui, s'est arrêté quelques tours plus tôt pour passer les intermédiaires, et lorsque Norris est retourné au stand, un tour après Russell pour mettre les slicks, eh bien ils se sont retrouvés au coude à coude à la sortie des stands, et Russell a vraiment fait une manœuvre assez sympathique à voir. Ça m'a un petit peu rappelé la manœuvre Vettel-Gasly l'an dernier. Dans la montée de beau rivage, c'était très cool à voir. Et puis voilà, il est là pour assurer son 7e top 5 cette saison. Et pour ce qui est de la course de Hamilton, compromis dès la qualification avec cette 8e place, avec une petite erreur dans son premier tour. Pourtant, il me semble que c'était lui le plus rapide des pilotes Mercedes sur l'ensemble du week-end, mais en Q3, il a pas mis ses 3 secteurs bout à bout au bon moment. Bon, on parle d'un dixième entre les deux, mais c'est quand même suffisant pour faire la différence à Monaco. Hamilton, il a eu une course particulièrement... j'oserais dire psychologiquement éprouvante. J'espère que Mercedes pourra lui payer une équipe de consultation psychiatrique pour vérifier qu'il n'ait pas des troubles de stress post-traumatique, parce que ça fait une nouvelle fois qu'il se retrouve bloqué derrière des Alpines. Chez Alpine, on a exécuté la stratégie à la perfection, avec Alonso qui s'est arrêté au 21e tour pour mettre les inters pour le coup, et il a profité du drapeau rouge pour passer en slick, et pour Ocon, il s'est arrêté qu'une seule fois au même 21e tour, mais lui pour mettre les pneus hard, les pneus durs. Ocon a pu passer Vettel en début de course puisqu'il partait 10e à cause du fait qu'il avait beaucoup galéré en qualification, il n'avait plus de train de pneus soft pour la Q3. On peut dire qu'il a du coup quand même un petit peu sauvé les meubles en passant en Q3 parce qu'il semblait un petit peu loin du rythme. En course, du coup il a pu passer Vettel au départ, puis Hamilton lorsqu'il s'est arrêté. Il y a eu cette défense que je vais juger de let them se foutre sur la gueule encore une fois, même si j'entends en un sens la sanction de la direction de course, parce que c'est vrai que c'était un petit peu corsé, mais entre nous, encore une fois, j'ai pas envie qu'on aille pénaliser ce genre de choses, parce que c'est de la course, en plus à Monaco, donc ça va forcément arriver.
Mais ces 5 secondes de pénalité ont compromis en quelque sorte la course de Ocon, avec Alonso qui a du coup passé la dernière moitié de course après le drapeau rouge à ralentir totalement Hamilton pour essayer de créer une faille pour aider Ocon à passer, ce qui n'a pas marché. Du coup, au bout d'une vingtaine de tours, Alonso a repris un rythme normal, mais malgré tout, Ocon n'a jamais réussi à creuser l'écart suffisant pour conserver cette 9e place avec Hamilton qui était à l'économie devant lui et qu'il n'a pas réussi à passer. Je remonte un petit peu puisque j'ai sauté Lando Norris et McLaren parce que elles étaient un petit peu dans 2 courses totalement séparées. Norris qui a fait du coup une course assez solitaire. Sur le début du Grand Prix, il y avait Russell derrière lui, mais il l'a très rapidement tracé. Et après avoir perdu la position face à lui lors des arrêts au stand, il s'est retrouvé du coup en 6e position. Et il l'a passé toute cette partie de course un peu en solitaire. Et au 51e tour, quand McLaren a vu qu'il y avait 35 secondes d'écart sur l'Alpine de Alonso, ils se sont dit que voilà, fallait tenter le meilleur tour. Ce que Lando a fait, c'est son 3e, je crois, en Grand Prix, ce qui est pas mal, hein. Ça fait qu'il récupère un petit point de plus, ce qui compensera grandement la course totalement anonyme de Daniel Ricciardo après sa sublime victoire monégasque en 2018. Depuis qu'il est chez McLaren, le tracé monégasque ne lui convient pas du tout. L'an dernier, c'était une débâcle totale et ce dimanche, ça n'a pas été différent. Il était pratiquement à 8/10 de son équipier tout au long du week-end et honnêtement, il a rien fait de la course, il a juste fait le bouchon. Il n'y a rien eu de particulier dans son Grand Prix, pourtant il avait la meilleure stratégie. Il faisait partie de ceux qui se sont arrêtés qu'une fois au début du Grand Prix au 19e tour pour mettre les slicks. Et il n'avait pas le rythme suffisant pour avancer. Le tiroir à excuses est totalement vide désormais avec Zak Brown qui a enfin publiquement dit que ça commençait à faire un peu beaucoup pour Ricciardo qui commençait à être un peu trop à la traîne. J'étais surpris de voir les Alfa Romeo autant en galère en qualification avec Zhou qui se fait éliminer dès la Q1. Pour sa défense, il y a eu le drapeau rouge qui n'a pas du tout aidé, et Bottas était à 1 centième de se faire avoir aussi, donc ça s'est joué à pas vraiment grand chose. Bottas rate la Q3 pour la seconde fois cette saison, ce qui en dit un petit peu long quand même sur les difficultés qu'avait Alfa Romeo ce week-end, mais il a quand même réussi à gérer une belle course avec du coup cette stratégie en un seul arrêt, en s'arrêtant au 20e tour pour mettre les pneus slick. Il a pu profiter de Vettel qui est tombé derrière lui en début de course et de la pénalité d'Ocon pour remonter jusqu'en 9e position et continuer sa série d'arrivées dans les points. Pour ce qui est de la course de jeu, je pense pas avoir grand chose à ajouter, c'était très très discret pour être honnête, comme je disais, l'Alpha était loin et puis du fond de grille en dernière position, il n'y a pas grand chose à espérer, si ce n'est que d'applaudir son gros code marron en fin de course à la sortie du tunnel. On retrouve du coup en 11e position Pierre Gasly que j'ai trouvé sublime tout au long du week-end. Il semblait afficher de belles promesses, mais le drapeau rouge causé par Tsunoda en Q1 a tout gâché pour lui. Il n'a pas pu lancer un dernier tour. Il restait 2 minutes dans la séance. Il n'y a que quelques élus qui ont pu repartir, dont Tsunoda justement, mais Gasly a passé la ligne de chronométrage une demi-seconde trop tard. Du coup, il a dû partir un petit peu du fond de grille en 17e place, mais malgré tout, en s'arrêtant en tout début de course pour passer les pneus intermédiaires au 2e tour, il a pu remonter très très rapidement sur le groupe du peloton. Ricciardo faisait un énorme bouchon et puis là il a régalé en passant du coup d'abord Zhou à Mirabeau, sublime dépassement à l'intérieur. Le tour suivant il passe Ricciardo au virage du bureau de tabac et puis il a fait exactement ce qu'il fallait. Il a pu profiter du coup de cet élan donné par les intermédiaires. Il fait partie des premiers à vraiment en avoir profité et malgré tout c'était insuffisant pour remonter dans les points. Je pense que c'est très mal récompensé ce week-end et puis même cette saison pour Gasly qui je trouve continue sa belle lancée de l'année dernière dans une voiture bien moins performante mais avec aussi très peu de réussite. Du côté de Tsunoda, honnêtement, la voiture et lui aussi avait le rythme pour passer en Q3, mais déjà il cause ce drapeau rouge en Q1, il arrive à passer en Q2 et ensuite il fait une erreur dans son tour de qualif, ce qui lui coûte du coup la Q3, il se qualifie 11e et après sa course elle a été mauvaise en fait, il y a eu des erreurs un petit peu de partout.
D'un côté, il fait partie de ceux qui sont arrêtés au début de course, au 6e tour, mais il est resté bloqué dans le trafic, il n'a pas bien réussi à remonter, et après, il y a eu de belles sorties de piste à Sainte-Dévote, et ça fait qu'il termine la course en 17e place, alors qu'il était très bien placé pour espérer mieux. Donc, ça ne joue pas très beau dans le CV de Yuki pour le moment. Sébastien Vettel marque à nouveau des points cette saison, et pour le coup, mais quel week-end il nous a fait, je trouve. L'Aston Martin semblait être dans un rythme de haute Q1, fin de Q2, et il a quand même sorti un tour de génie pour passer en Q3 et s'octroyer la 9e position sur la grille. Il s'est arrêté au 6e tour, du coup il fait partie du groupe de ceux qui sont arrêtés en tout début de course pour mettre des intermédiaires, et il a aussi régalé avec des dépassements en piste sur Joss, sur Ricciardo, et surtout tout le petit groupe du peloton qui avait devant lui, et c'était une très très bonne course, et qui est récompensée par 1 point du coup grâce à la pénalité d'Ocon. Du côté des As, ça a été... c'est un cauchemar ce qui se passe chez As en ce moment. Magnussen, qui semblait avoir un très bon rythme, il pouvait même jouer la Q3 honnêtement, mais il a été un petit peu, même beaucoup gêné par le peloton tout au long de la Q2, et il s'est retrouvé du coup bloqué en 13e place. Son premier relais était très bon, il était dans les échappements de Bottas, il faisait un petit peu partie de ce groupe qui allait taquiner des points, mais il n'a pas pu aller au bout, ne serait-ce que du premier relais, à cause de son manque de fiabilité. Et Schumacher, sur le papier, il est pas loin de Magnussen en qualification, mais comme on le disait, Magnussen, il s'est pris pas mal de trafic. Schumacher, il l'a eu un petit peu plus facile. Il fait partie de ceux qui sont arrêtés en début de course pour passer les intermédiaires. Pour lui, ça a rien changé, hein. C'était pas très très bon, il a pas fait la différence, et en plus, il s'est même permis une touchette totalement stupide avec Albon au virage Mirabeau. Il a tenté de prendre l'extérieur, il pouvait se le permettre, il allait beaucoup plus vite à ce moment-là, mais il a refermé son virage comme si Albon n'était pas là, et ça lui a causé des dégâts à l'aileron avant, et puis, comme je le disais tout à l'heure, après il perd la voiture. Je vais pas en ajouter parce que ça commence à faire un petit peu beaucoup et j'ai pas envie de me répéter sur son cas. Et enfin, Alexander Albon, 1 centième. 1 centième, c'est tout ce qui lui manquait pour éliminer Bottas en Q1 et passer en Q2. C'est quelque chose qui pourrait encore une fois sembler miraculeux de son côté, mais en course, ça, c'était pas beau du tout sa course. Déjà, il se prend une pénalité pour avoir un peu trop coupé la chicane, il a eu une friction avec un mur qui lui a causé une crevaison et qui l'a forcé à repasser au stand, et en plus de ça, il a pas du tout respecté les drapeaux bleus avec Leclerc de mémoire qui s'est retrouvé bloqué derrière lui pendant un bon tour, ce qui a compromis sa course. Le Grand Prix monégasque de Albon, je le trouve vraiment pas brillant, même si sa qualif était assez sympathique et assez intéressante. Et pour conclure cette émission, je vous propose une toute nouvelle rubrique, ça s'appelle le Canada Horror Show. Alors quoi de beau dans le Canada Horror Show ce week-end? Eh bien, il était là, je ne l'avais pas vu, Lance Stroll. Il fait partie de la petite pincée de vénards qui ont pu faire un dernier tour en Q1 après le drapeau rouge causé par Tsunoda. Donc Vettel, comme je le disais, a pu améliorer et passer en Q2 et même en Q3. Stroll, lui qui avait cette opportunité que très peu ont pu avoir, eh bien il l'a raté en faisant une erreur dans son dernier tour. Mais c'est pas grave, il y a la course pour se rattraper. Mais au tour de chauffe, il a touché le mur et a dû passer au stand et remettre des pneus pluie. Et il s'est réarrêté le tour d'après pour mettre des inters. Et heureusement qu'il avait un rythme suffisamment décent pour sauver les meubles en remontant en 14e place. Mais ne vous inquiétez pas, amis d'outre-Atlantique, je pense à vous, avec Nicolas Latifi qui était là lui aussi pour sauver l'honneur de la patrie, puisque lui aussi il a pu faire un dernier tour en Q1, il fait partie du coup de ceux qui ont pu s'élancer à la toute fin, comme Albon qui a pu améliorer à la toute fin. Latifi de son côté, il a aussi commis une erreur et puis il s'est qualifié 19e. Et puis il s'est mis dans le mur à l'épingle du Loves pendant le tour de chauffe. Puis il est sorti à Sainte-Dévote. Et puis il a bloqué Sainz pendant un tour complet en ignorant les drapeaux bleus.
Et voilà, c'est terminé pour la rubrique du Canada Horror Show. J'espère que cette rubrique vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On se retrouve à présent pour conclure l'ensemble de ce week-end qui, soyons honnêtes, pour un Grand Prix de Monaco était au-delà de toute espérance. Enfin, si l'espérance qu'on pouvait avoir en plus, ça aurait été d'avoir une seconde partie de course aussi intéressante. Mais voilà, on va pas bouder notre plaisir, on avait 4 pilotes qui jouaient la victoire en moins de 2 secondes 5, 3 secondes, c'est pas tous les week-ends qu'on voit ça, parce que même si on sait que c'est impossible de dépasser, s'il y en a un seul qui commet une erreur, on sait que celui derrière, il va tout faire pour tenter de prendre la place. Donc, on va pas trop se plaindre sur ce week-end monégasque. Je pense qu'il serait temps que chez Ferrari, on se sorte un petit peu les doigts. J'ai quand même des petites pensées à tous ceux qui disaient que le championnat était plié après la victoire dominante de Leclerc en Australie. Je suis certain que vous ne regrettez pas d'avoir arrêté de regarder cette saison 2022 et que vous continuez d'attendre impatiemment 2023 pour qu'on ait enfin une vraie lutte au titre. Je vais faire au mieux pour les délais de sortie de cette émission, mais déjà je vois que j'ai parlé pendant très longtemps et puis je m'en suis pas mal assez plaint tout le week-end, donc je le rappelle, j'ai perdu à peu près toutes les données que j'avais sur Formule Blabla à cause d'un disque dur défaillant, donc je dois recréer absolument tous les visuels et tous ces trucs là, et même je sais même pas si j'ai les musiques, en fait je suis en train de me dire, du coup c'est pas grave, on va essayer de faire au mieux. Merci de votre patience, de votre amour, merci Caramel, merci Monte Carlo, à vous les studios, gros bisous.